Bonsoir. Aujourd'hui, on est en train de traiter un thème qui est l'estéatose hépatique, qui je tiens beaucoup à cœur. Pourquoi? Parce que c'est vraiment un type de déséquilibre du foie que nous, de la nutrition fonctionnelle, on peut intervenir et effectivement transformer la vie de notre client ou de notre patient. Mais peut-être vous êtes en train de vous poser une question. Vous avez déjà remarqué qu'on a des personnes qui ont de l'obésité, mais qui n'ont pas du tout stéatose hépatique. Et il y en a d'autres qui sont même dans le groupe plus mince, qu'on peut dire ça, et qui ont de l'estéatose hépatique. Pourquoi? Pourquoi toutes les personnes qui ont un surpoids n'ont pas la stéatose? Et pourquoi les personnes qui ne sont pas dans un processus de gain de poids absurde ont la stéatose? On commence alors à nous demander l'objectif de cette formation sur la stéatose. C'est une compréhension clinique de la stéatose pour vous montrer comment on regarde cette stéatose par la nutrition fonctionnelle. Et là, on va traiter de sujets un peu peut-être étranges pour vous, qui c'est la génétique, mais c'est pas grave, parce que vous allez tout de suite comprendre mes objectifs. Vem comigo! Je suis Elisa Marceau, chirurgien dentiste naturopathe, spécialisée en nutrition fonctionnelle. Je vous montre de A à Z comment appliquer la nutrition fonctionnelle pour transformer de vie, la vôtre et celle de vos patients. Est-ce que vous savez que cette chaîne, YouTube, Facebook et Instagram, elle est dédiée à vous, professionnels de santé, de tous les pays francophones. Alors, nous sommes là. Est-ce que vous pensez que pour évaluer l'amélioration réelle de la teneur en graisse corporelle d'une personne, les gens me disent, pour évaluer si la personne est en train d'évoluer dans le sens de diminuer la concentration de graisse, vous pouvez tout de suite oublier le poids de cette personne. Vous le savez bien. Parce que on peut avoir dans le poids 2 kilos de graisse ou 2 kilos de muscle, n'est-ce pas? Le poids, il ne va pas nous aider à faire une évaluation de la teneur en graisse corporelle de notre client ou de notre patient. Spécialement pour cette question de stéatose. On peut avoir une personne avec un IMC normal, ok? Mais avec stéatose. Et pourquoi? Parce que la personne, elle peut avoir des membres supérieurs et inférieurs très fins et la masse graisse concentrée au niveau ventral. J'ai beaucoup de patients qui ont passé dans mon cabinet qui avaient ce type de problématique. C'est complètement différent alors. Vous voyez bien que ce monsieur ici, il a 1,80 m et il pèse 100 kg. En tant que celui-là, à droite aussi. Donc, vous pouvez bien remarquer que le poids, ça ne veut rien dire. Alors, qu'est-ce que vous utilisez, Elisa? J'utilise, moi, l'impédentimétrie la plus simple qui existe. Dans ma ville, il y a une personne qui travaille pour moi et qui fait l'impédentimétrie. Quand le patient habite loin, je lui demande de voir la possibilité de faire l'impédentimétrie à côté de chez lui, que pour voir une notion. L'impédentimétrie la plus simple qui existe, elle va quand même nous donner un niveau d'hydratation, la masse maigre, la masse graisse au moins. Attention, je vais parler de protocole pour faire cette impédentimétrie. C'est pas n'importe comment, c'est pas comme les gens font. Notre cours n'est pas pour faire l'impédentimétrie aujourd'hui, mais je voudrais quand même attirer votre attention que faire l'impédentimétrie, ce n'est pas aller n'importe quand, n'importe comment pour faire cette impédentimétrie. Il ne faut pas boire de l'alcool, il ne faut pas manger. Il y a plusieurs situations correctes pour que l'impédentimétrie soit la meilleure possible et qu'on puisse vraiment mesurer les choses comme il faut. Alors, il y a un autre système qui s'appelle STIKU en français ou STAIKU.
Cette méthode, c'est nouveau. Je ne sais pas si vous connaissez. Si vous mettez ça sur Google, vous allez trouver. Qui est la mesure du corps en 3D. En fait, c'est un scanner corporel en 3D. Hyper intéressant, hyper cher. Mais je suis là pour vous donner toutes les nouveautés. Et là, vous pouvez voir le corps de la personne en 3D. Et après un certain temps, tout ce qu'elle a perdu. Et donc, vous voyez, et la personne aussi, elle a toute la notion concrète de la perte de masse grasse et du gain de masse maigre. C'est quelque chose de génial. Je vous invite à taper sur Google Staiku. C'est un fabricant américain d'ailleurs. Et on a notre vieux système qui est le tour de taille, qui est mesurer les tours de taille. On va avoir aussi une technique pour mesurer ces tours de taille. On peut prendre par exemple les épines iliaques droite et gauche. On peut prendre la partie la plus basse de côte et au milieu, on va mesurer le tour de taille et il faut que les mètres rubans soient parallèles au sol. Mais il y a par exemple des femmes qui ont un format violon et là, le tour de taille sera comme ça. Donc, ce n'est pas la meilleure mesure pour elles. Mais on sait déjà que ce type de femmes qui ont un tour de taille trop petit, ça veut dire que le risque cardiovasculaire, c'est beaucoup moins important pour ce type-là que pour les types qui vont devenir comme les hommes, plutôt androïdes, n'est-ce pas? Vous allez mettre votre patient dans la matrice de la nutrition fonctionnelle et vous voyez qu'il y a une harmonie du corps quand même. OK? Pour les hommes et pour les femmes asiatiques, par exemple, ça change la donne. Donc, il n'y a pas de protocole, de règles. Là, c'est une base. On peut se méfier de ce chiffre. Eh oui, c'est pas comme ça. D'accord? Évidemment, on a besoin de se fonder sur quelque chose. Mais ce quelque chose, on va prendre la femme, l'homme, mais est-ce que cette personne-là, elle a un bon index humain, elle a une insulinémie correcte, elle a tout correct? Parfois non, parfois oui. Et donc, le tour de taille, c'est un facteur qui va nous aider, comme l'impédentimétrie d'ailleurs. Je parle ici, pour nous, de la nutrition fonctionnelle. L'échographie, elle va au-delà de ça. L'échographie, comme je vous ai dit, l'échographie, elle ne prouve pas que vous n'avez pas une stéatose hépatique initiale. Hein? Je vous invite à regarder notre partie 1 et partie 2 aussi. Alors, cette stéatose hépatique NAFLD, que à chaque fois on fait notre petite révision. Donc ici, on est en train de partir de l'obésité en sachant que la NAFLD, qui est le premier stage de cette stéatose hépatique, elle regroupe un large spectre de lésions hépatiques où on va prendre le NAFLD qui n'a pas la question inflammatoire et on peut devenir NASH avec la question inflammatoire, n'est-ce pas? NASH, on va avoir déjà la présence de l'hépatite. Et le NAFLD, on a une inflammation, si elle a, lobulaire minime. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que la stéatose hépatique NAFLD, elle est silencieuse. Elle n'a pas altération enzymatique. C'est ce qu'on appelle le silence radio. Silence radio. Pas d'altération enzymatique que nous avons largement parlé dans notre dernière rencontre. Donc, cette stéatose initiale, elle commence vraiment par un silence radio. Et après des années d'engagement, d'un coup, on a brutalement la présence du NASH. Et vous savez que dans cette première condition, 30% de la population mondiale sont déjà à ce niveau-là. Ça sont des pourcentages, des statistiques, mais ce qui est important, c'est ce chiffre-là, 20 ans. 20 ans, ça veut dire, si je commence mon stéatose à 30 ans, à 55 ans, je suis là-haut, je suis en train de transformer NASH en cirrhose.
Si je commence à 25 ans, 25 plus 20, à peu près à 45 ans. Alors, je voudrais vous présenter ce chercheur qui s'appelle Thomas. Attention à ce que je vais dire pour faire attention à ce que je ne veux pas dire. Thomas, ce chercheur et d'autres chercheurs dans l'année 2000 ont démontré qu'un régime alimentaire habituel obtenu grâce à une enquête alimentaire de 24 heures, si on fait une réduction de 500 kilocalories par jour. Et là, vous allez me dire, ah d'accord, donc si on fait une réduction de 500 calories par jour, on va diminuer le poids de 4% au cours d'un mois et donc on aura une perte significative de graisse sous-cutanée et intra-abdominale selon les images obtenues par imagerie par résonance magnétique. Alors, on va tous remercier Thomas et compagnie. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui ont commencé à développer cette notion que seulement la perte de 4% d'un mois, il y avait déjà une perte significative de graisse. Mais la question que j'ai mis en rouge, c'est que on ne va pas travailler par kilocalories. S'il vous plaît, Thomas a commencé à travailler avec ça. On ne travaille plus du tout avec diminution de kilocalories. Ça veut dire, la personne mange n'importe quoi et elle continue à manger n'importe quoi, sauf qu'avec une réduction de 500 kilocalories. Ça, c'est complètement mort. On n'utilise plus ça. Une autre chose qu'on n'utilise plus du tout, c'est réduction calorique dans le sens de restriction. On fait une restriction extrêmement forte. Et qu'est-ce qu'on va avoir? Restriction et après relâchement. La personne, elle va faire une restriction violente et elle aura après un relâchement violent. Ça veut dire qu'elle arrête de manger, mais quand elle va revenir à manger, elle va manger la table. On ne fait plus ça. L'objectif aujourd'hui, c'est éducation. L'objectif aujourd'hui, c'est changement de mode de vie. Il n'y a pas la préoccupation de perte de poids, comme je vous ai dit. Il n'y a pas une préoccupation de perte, de réduction calorique. Il n'y a pas une préoccupation de faire des restrictions absurdes. Moi, je ne travaille pas du tout avec fréquence alimentaire non plus. Je travaille avec la personne qui est devant moi. Je travaille avec la biochimie personnalisée. Parce que vous trouvez avec 1 million d'exceptions. Et donc, il n'y a pas de règles. Ce qu'on veut, c'est de transformer la vie de cette personne. Évidemment, elle a besoin de plus de fibres. Je parle de la personne avec stéatose hépatique. Probablement, oui. Probablement, oui. Pourquoi je dis probablement? Parce que si la dame, elle a une diarrhée et vous commencez par donner des fibres, ça ne va pas marcher. On peut parler d'une personne qui a prédiabète ou diabète type 2, qui a syndrome métabolique, qui a dysbiose, qui a syndrome de l'intestin irritable, qui a hypochloridrie, qui a déficit nutritionnel. Cette personne-là, que je vous parle, qui a présenté cette stéatose hépatique initiale, peut-être elle a tout ce que je viens de vous dire. Jeûne intermittent, c'est une stratégie qu'on peut utiliser éventuellement avec une personne, mais pas toutes. Parce qu'il y a une belle définition pour jeûne intermittent. C'est qu'on commence, on arrête, on commence, on arrête. Jeûne pour nous, ça veut dire 12 heures, on est déjà en jeûne. Jeûne intermittent, on peut aller à 16 heures, on peut aller un jour sur deux. On a déjà discuté ça dans 19-29 précédent. Alors, vous voyez que tout est complexe. C'est pas simple. Et comme notre roue de la transformation, c'est de transformer l'autre. Et donc, on ne peut pas attaquer d'une façon protocolaire la stéatose hépatique. Il va falloir regarder chaque cas. Ok, je sais, ça devient beaucoup plus compliqué, mais aussi ça devient beaucoup plus beau.
L'évaluation nutritionnelle doit être accompagnée par la réalisation de l'impédentimétrie si possible, pour quantifier la graisse corporelle totale pendant le suivi. Tout ça, c'est si possible. Mais ça n'empêche de rien du tout, écoutez-moi, de faire un travail avec cette personne. Ah, pas du tout, parce que j'ai eu 1000 personnes que je n'ai pas pu faire l'impédentimétrie pour une raison ou d'autre, et qu'on a eu une transformation de vie de cette personne. Alors, je viens de vous présenter la stéatose hépatique, ici, évaluation génétique. Vous allez remarquer que cette évaluation génétique, vous savez que je travaille avec le patient brésilien. Et pourquoi j'ai mis ici une évaluation brésilienne et pas française? Parce que ce n'est pas mon objectif de faire de propagande pour le labo. Tout simplement. Mais c'est de la même façon. Ici, vous avez le foie. Ici, vous avez un bas risque de stéatose. Et ici, vous avez un haut risque. Et ce que je voudrais vous montrer sont nos gènes qui s'appellent GCKR, PNPLA3 et TM6SF2. Et il y a un autre que je vais traiter aussi, qui je vais faire mes commentaires aujourd'hui. OK? Donc, les études avec des jumeaux univitellins dans différentes populations montrent qu'effectivement, il y a une héritabilité entre 35 à 61%. 52% d'héritabilité d'une AFOL dans la population générale. Attention, je vous arrête tout de suite. Vous savez que le diabète type 2 a un composant héréditaire, n'est-ce pas? En revanche, c'est pas parce que ma mère avait le diabète et mon père avait le diabète que j'aurai le diabète type 2. J'ai un terrain fortissime, un terrain hyper diabétique. Et donc, il va falloir que mon mode de vie, que tout ce que je vais faire soit beaucoup plus puissant que d'autres personnes. Mais on peut avoir une personne qui n'a ni le père ni la mère et elle va devenir diabétique, et une personne qui a le père et la mère qui sont diabétiques et il n'est jamais diabétique. Ça, les études montrent que ce qui va effectivement donner la définition, c'est l'épigénétique. En revanche, les stéatoses hépatiques, les études nous montrent qu'effectivement, dans une petite pourcentage de la population, on a cette héritabilité qu'il va falloir jongler avec. Donc, comme je vous ai dit, la personne aura beaucoup plus d'attention. Il faut qu'elle fasse beaucoup plus d'attention. Moi, j'ai de grands-mères et de mères qui ont eu des cancers du côlon. J'ai fait mon examen génétique. J'ai tous les éléments pour avoir un cancer du côlon. Donc, il faut que je surveille ce côté-là, ma vigilance vis-à-vis de ça soit beaucoup plus important. Et je vous dis, mon problème, j'ai déjà un problème de méthyltétrafolate réductase. Donc, j'ai un problème de cette enzyme, méthylhydrofolate réductase, qui est l'enzyme de la méthylation. Donc, il va falloir que je prenne d'autres mesures pour contourner cette problématique-là. Alors, ici, nous avons des SNPs. Qu'est-ce que c'est le SNP? Les SNP, c'est un acide aminé qui va subir une mutation. D'accord? Nous, les êtres humains, on a découvert le génome et on était tous contents en se disant, on n'a plus de maladie parce qu'avec les génomes, tout est résolu, quoi. Malheureusement, non. Parce qu'en fait, nous avons 1 million de SNPs. 1 million de mutations de ce génome pour diverses raisons. Et il y a des SNPs qui vont nous apporter beaucoup de préjudices. Il y en a d'autres qui on n'en sait rien. Et il y en a d'autres qui apparemment, il y a un SNP et il ne va rien faire. 1 million de SNPs. Vous vous rendez compte? Ça, c'est différents SNPs. Donc, on a tout ça à traiter. Parce que ce n'est pas parce qu'on a découvert le génome, ça c'est un pas grandiose qu'on a fait, que l'humanité a fait, mais ce n'est pas suffisant.
Parce qu'on a vu qu'on a le SNPs, on a Single Nucleotide Polymorphisms. On a d'autres formations, d'autres polymorphismes, d'autres types de mutations qu'on appelle SNPs d'un nucléotide qui va apporter des préjudices. Et qu'est-ce qu'on est en train de parler? On est en train de parler que nous tous, on a le gène GCKL, PNPLA3 et TMC6F2 et je vais montrer un autre à vous, vous allez voir. Ok, le problème c'est que on peut avoir des SNPs. Il est évident que la NAFLD est un phénotype complexe et dynamique. Certaines interactions entre la génétique et les facteurs environnementaux vont moduler la susceptibilité et la progression de la maladie. Je ne sais pas vous, mais j'aime ce que je fais. J'adore étudier ça. Je trouve énorme. On va connaître aujourd'hui la variante de cette GCKL. Vous allez regarder avec moi. La variante s'appelle variante 446L. On va doucement et vous allez accompagner avec moi. Comment c'est beau cette histoire. Ici, c'est le foie. Ici, on va partir du principe qu'on a beaucoup d'adipocytes actifs, obésité. On a une augmentation de ingestion de sucre, de carbohydrates, de glucides. Donc, on va avoir de différentes formes de carbohydrates, glucose et fructose essentiellement, parce que si on mange l'amidon, ça va devenir glucose. On peut avoir galactose, mais même le fructose, à la fin, on aura cette rentrée dans notre foie et là, ce foie va recevoir ce processus qui est la formation, on va dire, d'une variante qui va nous donner des problèmes. Mais ce que je voudrais vous montrer, c'est les gènes GCKR codent une protéine inhibitrice de la glucokinase. Est-ce que ça vous parle? Glucokinase. Quand on commence notre processus de glycolyse, la première enzyme qu'on va parler, c'est la glucokinase. C'est glucokinase, kinase, phosphorylation. Ça veut dire qu'on va phosphoryler le glucose. On va phosphoryler ce glucose au niveau du carbone 6. Et c'est pour ça qu'on va passer de glucose à glucose 6-phosphate. Et je vous pose déjà cette question, mes amis qui aiment la biochimie. Pourquoi il y a cette phosphorylation du glucose? Je vais vous donner la réponse biochimique. La réponse biochimique est que je suis en mode postprandial. Beaucoup de glucose dans la circulation sanguine arrive par la veine porte dans mon foie. Ce glucose va rentrer dans mon foie par gradient de concentration. Du plus concentré au moins concentré que c'est dans le foie. On est bien d'accord. À partir du moment que vous commencez à envoyer tout ce glucose, on va renverser le gradient de concentration. Ça veut dire que le glucose va vouloir ressortir. Et pourquoi il ne va pas ressortir? Parce que j'ai mis un ion, un phosphate. Et ce phosphate est un ion qui empêche, il ne va pas passer à nouveau par la membrane de la cellule, de l'hépatocyte, parce que les ions ne passent pas par les membranes plasmiques. Vous voyez? Et donc, on va faire comme si on allait passer une chaîne dans ce glucose pour qu'il reste dans le foie et pour qu'on puisse commencer notre travail de glucose 6-phosphate, en fructose 6-phosphate, etc., 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 pour arriver à pyruvate. La phosphorylation du glucose, elle est faite parce que le phosphate, c'est un ion. Est-ce que vous êtes d'accord que ici, ça va créer un gradient de concentration? Beaucoup de glucose dehors vont rentrer, n'est-ce pas? On va utiliser notre GLUT2 et on va faire rentrer ce glucose. Après, on va passer à glucose 6-phosphate. On va passer à fructose 6-phosphate. Et là, la GCKR, normalement, elle sera exprimée
et elle empêche l'action de la glucokinase. Écoutez, s'il y a beaucoup de glucose en train de rentrer, ça c'est un contrôle. Parce que sinon, s'il n'y a pas cette GCKR ici exprimée, qu'est-ce qu'on aura? On aura la formation de lipogénèse. Est-ce que vous avez compris? Normalement, ce n'est pas le cas ici. Si la personne, elle est normale, on va avoir glucose, glucose 6-phosphate, fructose 6-phosphate, on va arriver à la formation de ATP. Mais qu'est-ce qui se passe quand on a un excès d'ATP au niveau déjà du cycle de Krebs? On va voir la sortie d'une substance qui va stimuler la formation de malonyl-CoA pour la lipogénèse. Si vous ne connaissez pas ça, ce n'est pas grave. Ce que je suis en train de vous dire, qu'ici, on a eu un excès de glucose. Et là, on a la GCKR qui sera exprimée pour arrêter la glucokinase. Pourquoi? Parce que sinon, on va faire quoi? On va avoir cette sortie de citrate, ok? Le citrate va faire citrate shuttle qui va sortir du cycle de Krebs et qui va gagner cette voie-là en train de se transformer en malonyl-CoA et lipogénèse. Quand je dis lipogénèse, c'est formation de quoi? De lipides, de triglycérides, formation des acides gras, lipogénèse. On est d'accord? Est-ce que vous avez bien compris à quoi sert cette GCK? Normal, GCKR 446P. En revanche, si moi j'ai un SNPs, ne sera plus 446P, ça sera 446L. Ça, c'est le SNPs. Et là, la 446L n'est pas capable d'arrêter la glucokinase. Elle n'arrête pas la glucokinase, j'ai malonyl-CoA, j'ai lipogénèse, et à partir d'un moment, j'aurai quoi? Stéatose hépatique. Ici, c'est qui cette CPT1? Vous savez qui est la CPT1? Regardez, la malonyl-CoA, elle empêche, elle va inhiber la CPT1. CPT1, c'est carnitine. Vous savez, carnitine, palmitoyltransférase, 4-1, qui va faire quoi? La bêta-oxydation, la lipolyse. Si j'arrête ce processus, bah, on n'aura plus d'oxydation et donc ça va augmenter la stéatose. CPT1 ne contrôle pas l'oxydation. CPT1, c'est la carnitine qui va faire le transport des acides gras, palmitoyltransférase, qui va transférer un acide gras qui c'est le palmitate que notre corps a produit pour être quoi? Lisse, pour transformer en ATP, pour comme ça on perd du poids d'ailleurs. Il a 4,1, 4,2, donc il ne faut pas dire que 4,1 contrôle l'oxydation. Non, 4,1 c'est une transférase, une enzyme qui participe de la bêta-oxydation. Qu'est-ce que c'est bêta-oxydation? Synonyme de lipolyse, synonyme de brûler nos gras au niveau dans la mitochondrie. Bien dans la mitochondrie qui va se faire cette bêta-oxydation. OK? Donc, vous avez normalement, la personne mange beaucoup de sucre, beaucoup de glucides. Dans un processus normal, qu'est-ce qui va se faire? Elle va produire ATP, mais si elle mange beaucoup, c'est pour ça qu'on gagne du poids, on aura la formation de lipides qui va à notre adipocyte. Comment, Elisa? Parce qu'au niveau du cycle de Krebs, à la place de descendre et devenir ATP, ok, passer par les 10 étapes de la glycolyse et devenir ATP, glycolyse, cycle de Krebs, chaîne respiratoire, formation d'ATP, ça ne va pas se passer comme ça. Parce que l'ATP, c'est un signal chimique. Dit trop d'ATP, tout s'arrête et dans le cycle de Krebs, le citrate va sortir et va rentrer dans cette voie qu'on appelle malonyl-CoA, qui est la voie de la lipogénèse, qui va me former des adipocytes. Mais on a quand même un contrôle. On a un gène qui s'exprime, qui c'est le gène GCKR,
446P qui normalement arrête ce processus et laisse la personne au niveau du foie, je parle. Hein? Donc, les adipocytes sont partout. Donc, vous allez prendre votre poids ailleurs. Mais si on n'a pas ça, le foie va devenir gras. Parce qu'on a la variante 446L. Et qui, à la place d'arrêter le processus de formation du nouveau lipogénèse au niveau du foie, ça va augmenter. Donc, ce processus-là ne s'arrête plus. Et on n'a plus la bêta-oxydation non plus. Et là, on a un processus long qui peut prendre 2 années et on aura la fameuse stéatose hépatique. Donc, GCKRP est impliqué dans la régulation de l'absorption de glucose et de la lipogénèse. On est bien d'accord? Donc, je continue. GCKR code pour la variante de la protéine. Vous voyez? Quand on dit code pour la protéine, ça veut dire qu'elle va exprimer la protéine. P446L. Ça, c'est la variante. C'est un code pour la variante, influençant la capacité de GCKR à inhiber la glucokinase en réponse au fructose 6-phosphate, entraînant ainsi une augmentation de l'activité de la glucokinase hépatique et de l'absorption du glucose par le foie. Et là, s'il y a une augmentation du glucose par le foie, il y aura un moment qu'on aura augmentation de l'insuline parce qu'il y a beaucoup de glucose que le mec a mangé et on va passer à la résistance à l'insuline. Résistance à l'insuline, c'est quoi? C'est le pancréas qui va produire l'insuline vis-à-vis de l'information s'il y a ou pas beaucoup de glucose dans le sang, n'est-ce pas? Ça va au centre là de îlots de Langerhans, au centre des îlots de Langerhans, on a qui? On a les cellules bêta qui vont produire cette insuline qui sera libérée par le pancréas dans la circulation sanguine. Et quelle est la fonction de l'insuline? C'est de diminuer le glucose sanguin, ça veut dire de diminuer la glycémie et de distribuer ces glucoses aux cellules, comme par exemple dans les cellules hépatiques, mais dans les cellules du corps. Donc l'insuline, elle est hypoglycémiante. Le problème, c'est qu'on a des récepteurs pour cette insuline, et spécialement dans le muscle squelettique et dans le foie, qu'on a ces récepteurs à insuline, n'est-ce pas? Et là, on a le GLUT4 qui sera mobilisé pour faire entrer le glucose, mais il a besoin de la présence de l'insuline. Mais si je commence à envoyer insuline, qu'est-ce qui va se passer? Les récepteurs vont diminuer, on aura une diminution du nombre de récepteurs et c'est comme si la cellule devient sourde. Elle n'écoute plus. Et voilà notre insuline résistance. Et là, on va commencer à avoir énormément de problèmes. Pourquoi? Parce que l'insuline, c'est l'hormone de croissance. Croissance cellulaire. Et là, on commence à penser à croissance cellulaire. On peut penser à quoi? Cancer. Croissance cellulaire sans contrôle. Et on va penser à obésité, croissance cellulaire dans tous les sens. C'est une hormone anabolisante, l'insuline. Le gène GCKR est associé à augmentation de glucose et insuline, évidemment, à la résistance à l'insuline, donc diabète type 2, syndrome métabolique et pourquoi pas la stéatose hépatique. Donc, vous avez compris que ce SNP 446L, il est très, très dangereux. Ça, je pouvais parler des heures et des heures. Mais je voudrais que expliquer que quand la personne elle a un SNPs, n'importe quel SNPs, ça ne change pas. Si vous faites un examen de vos SNPs, vous avez ces SNPs-là. Si vous allez changer votre alimentation, vous aurez toujours ces SNPs-là. Vous avez compris ça. Ça ne va pas changer. On parle de épigénétique. Donc, ce qu'il va falloir améliorer, c'est
L'épigénétique, c'est tout ce qui va autour. Alors, ce qui est le plus important, si vous allez tout oublier, Elisa, vous avez expliqué tout ça, mais je ne connais pas ça parce que vous avez besoin de bases fondamentales. OK? Le plus important, c'est là. La cause de tout ça vient de là. Increased intake of sugars. C'est là le problème. L'étiologie du problème, elle est là. Et qu'est-ce qu'on fait? On donne des médicaments pour ça, pour le diabète, pour je ne sais pas quoi. Mais le problème, c'est le mode de vie. Le problème, il est là, indépendant de SNPs ou quoi que ce soit. C'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que je vous invite tous, spectateurs, à venir me rencontrer tous les mardis et tous les jeudis. Parce que la vraie cause, elle est là. Obesity, increased intake of sugars and carbohydrates. La cause, elle est là. OK? Passons maintenant à cette situation ici. Un autre gène, PNLP ou PNL plat 3. Moi, je dis PN plat 3. Alors, est-ce que dans notre premier jour, on avait parlé de ça? Qu'est-ce que c'est ça? Ici, on a la veine centrale. Ici, on a sinusoïde. Ici, on a portal field, vénule, portal. Je vous ai expliqué comment est constitué le lobule. Vous vous rappelez du lobule que je vous expliquais dans notre premier jour. Unité fonctionnelle hépatique. On a parlé de cellules de Kupfer qui sont là. Qu'est-ce que c'est la cellule de Kupfer? Ce sont des macrophages. Macrophages fixes du foie, on appelle cellules de Kupfer. Je vous ai dit, il y a différents types de macrophages. Je vous ai parlé des cellules endothéliales qui sont là au long de la communication entre la veine centrale et notre artériole. Vous vous rappelez qu'on avait l'artériole hépatique, on avait la veine hépatique dans chaque coin de notre structure, de notre lobule. Et on avait aussi les ducts biliaires. J'ai tout expliqué. Et vous savez que l'artère hépatique, là, elle va venir avec la veine porte, elles vont venir jusqu'à la veine centrale. Mais je n'ai pas parlé d'un espace entre les hépatocytes qui sont là. Vous voyez les hépatocytes, à la hépatocyte. Ils sont là, hépatocytes. On a parlé de la cellule endothéliale. On n'a pas parlé beaucoup de cette cellule stellaire ou cellule étoilée. Elles sont localisées à côté de cet espace, qui c'est l'espace de 10, qui est entre l'hépatocyte et les cellules endothéliales. Vous voyez? Cellule là, espace de 10. OK? Donc, cette cellule stellaire ou cette cellule étoilée, comme on dit en français, elles sont localisées dans cet espace de 10 qui est entre les hépatocytes et les cellules endothéliales. Il ne faut pas oublier ce sinusoïde veineux là. OK? Donc, qu'est-ce que je voudrais vous dire? Que ce PNPLA3 est fortement exprimé dans les cellules étoilées hépatiques humaines et aussi les hépatocytes. Donc, c'est une protéine, un gène, okay, qui va coder, qui va s'exprimer ou au niveau des cellules du type hépatocyte, que vous voyez là, et des cellules stellaires. OK? La question est, ce PNPLA3, il est localisé exactement où dans la cellule stellaire et dans la cellule hépatocyte? Il est localisé dans la gouttelette lipidique. Et là, elle a une activité vis-à-vis des triglycérides. Dans cette gouttelette lipidique, on a du triglycéride. La lipase va couper ce triglycéride, OK? Alors, ça, c'est pour vous aider. Ici, c'est l'hépatocyte. On va imaginer l'hépatocyte, d'accord? Et ici, on a pris la cellule étoilée. C'est pas pour rien qu'elle a ce format-là d'étoile.
cellules étoilées. Alors, ici, on a le lipide, ok? Droplet lipide. De là, on va sortir quoi? Triacylglycérol, triglycéride. Ce triglycéride, il va dans notre réticulum endoplasmique. On aura la production de ApoB qui va venir et on va libérer le VLDL. Si vous ne connaissez pas ça, il y a aussi une formation sur tous les lipoprotéines que je vous invite à regarder. Et donc, voilà le PN-PLAT3, il est là. Cette protéine est localisée dans les gouttelettes lipidiques et elle a une activité de lipase vis-à-vis des triglycérides et des esters de rétinol dans les hépatocytes et les cellules étoilées hépatiques respectivement. Ça veut dire que dans l'hépatocyte, on aura la lipase qui va agir ici au travers de cette PN-PLAT3. C'est un gène qui va s'exprimer pour permettre la lyse du triglycéride, ok? Et au niveau de cellules stellaires, ce n'est pas du tout les triglycérides, mais plutôt les esters de rétinol. Ils vont agir. Alors, la mutation 148M allèle G entraîne une perte de fonction de la protéine. Ah, Elisa, je ne comprends rien. Vous allez comprendre. On a un SNPs, une mutation, qu'on va appeler 148M. Ça veut dire PNP-PLA3 148M ou allèle G, qui va avoir une perte de fonction de cette gène. Donc, on n'aura plus l'action de la lipase parfaitement. On aura une rétention de rétinol et une rétention de triacylglycérol. Si on a une rétention de triacylglycérol ou de triglycérides, si vous voulez, dans notre hépatocyte, bah, on aura une stéatose à la force. Et on aura moins de VLDL. Plus précisément, la présence de l'allèle G est associée à une perte de fonction, comme je vous ai dit, entraînant une augmentation du taux de triglycérides dans le cas d'hépatocytes, dans les vésicules lipidiques présentes dans les hépatocytes. D'autre part, l'allèle C, là je vais vous donner une information de plus. L'activité de la lipase est maintenue, présente une corrélation significative avec des niveaux plus élevés de triglycérides et de cholestérol LDL en circulation. Je m'explique. Regardez. Ici, j'ai les 148M, un SNPs. Ici, je n'ai pas de SNPs. Qu'est-ce qui va se passer? Quand j'ai un allèle C, si la personne, elle mange beaucoup de sucre, j'aurai ma lipogénèse, j'aurai beaucoup de triglycérides et j'aurai quoi? Peut-être une augmentation de VLDL. Si j'ai une augmentation de VLDL, j'ai une augmentation de cholestérol L-cholestérol, de la lipoprotéine L-cholestérol. On est d'accord? Donc, ça veut dire quoi? D'un côté, si la personne, elle n'a pas de SNPs, elle aura un LDL augmenté. Pourquoi, Elisa? Parce qu'elle mange mal, quand même. Mais si elle a les SNPs 148M, elle aura quoi? Tout ce processus va s'arrêter, vous voyez? Plus de VLDL, plus de lip drop, plus de rien de ça. Ça s'appelle un système ubiquitine protéasome. Ça veut dire que cette protéine, ok, le protéasome, il va éliminer toutes les protéines avec l'ubiquitine. C'est un processus qu'on appelle de ubiquitination ou ubiquination. Quand on a une protéine qui est mal faite, il y a ce système protéasome ubiquitine qui se met en place pour éliminer cette protéine. OK? Mais à partir du moment que j'ai ce système par défaut parce que j'ai une variante du PN-PLA3, ce système ne va plus fonctionner du tout.
Donc, j'aurai ce PN plat 3, 148e en train de se faire là. Et qu'est-ce que j'aurai? J'aurai dans mon hépatocyte une augmentation des triglycérides. Et donc, j'aurai une stéatose hépatique. Et de l'autre côté, cette personne, elle n'a pas cette variante-là. Donc, j'aurai une augmentation de VLDL. Est-ce que vous comprenez pourquoi il y a des obèses qui ont de l'estéatose? Peut-être ils ont le variante 148e. Et d'autres obèses qui n'ont pas de l'estéatose, ils ont peut-être une augmentation de quoi? Du LDL qui va s'oxyder, qui va augmenter mon LDL oxydé. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On lui donne quelque chose pour baisser le cholestérol. Hein? Un médicament que vous connaissez. En sachant que quand on a cette augmentation-là, on va avoir une augmentation de qui? Ça va inciter à la activation de NF-κB. Donc, de ce côté-là, on aura un processus inflammatoire énorme. Ça, de ce côté-là, sera plus long parce que quand on est un H. Cette ubiquitine protéasome, c'est un système qui régule la transcription du PNP-PLA3. Et là, on a cette problématique-là. Quand on a un PNP-PLA3 variante, il n'y a rien qui va fonctionner, quoi. Je vous ai mis ici aussi toute la signification de chaque mot, VLDL, tout ça, protéasome, phospholipides, l'isoacyltransférase. Ici, on a l'acide gras polyinsaturé. Mais cette photo, elle a une explication qui va au-delà de ça, là-haut. Mais je voudrais vous expliquer spécialement le variant. Donc, les variants 148M perturbent l'ubiquitination et la dégradation protéasomale. Quand vous pensez à protéasome, vous pensez à élimination de protéines avec cette ubiquitine, qui c'est une autre protéine qui va subir ubiquitination. Donc, il y a l'ubiquitine qui va s'unir. OK? Ça s'appelle système ubiquitine protéasome. Donc, on va avoir un problème à ce niveau-là, entraînant une accumulation de PNPLA3 148M, une altération de la mobilisation des triglycérides à partir des gouttelettes lipidiques hépatiques. Et donc, tout va accumuler. Et c'est pour ça qu'on aura la formation de l'estéatose. Il y a un autre gène que je voudrais vous montrer, qui c'est le gène PINCH, phosphatidyléthanolamine N-méthyltransférase. Écoutez-moi. Déjà, si j'ai le nom méthyltransférase, ça veut dire qu'il y a transfert de méthyle. Si je parle de transfert de méthyle, je parle de qui? Si on a un SNPs, c'est le gène responsable pour la production finalement de choline. Choline. Vous savez que choline, quand je parle de choline, je peux faire pas mal de choses avec cette choline. Je peux faire des neurotransmetteurs, acétylcholine. Je peux faire de la phosphatidylcholine ou lécithine que je vais utiliser pour faire ma bile, qui va m'aider dans la digestion, n'est-ce pas? Donc, quand je parle de la phosphatidyléthanolamine, il y aura une méthylation, et vous voyez là l'homocystéine. Donc, je voudrais vous dire que si c'est un processus de méthylation, évidemment. Et si je parle de méthylation, je parle de homocystéine, je parle de B6, je parle de B12, je parle du cycle de la méthylation. J'ai la phosphatidyléthanolamine qui a l'action de cette gène qui va s'exprimer pour former ma choline. Et cette choline, la choline, en plus d'un précurseur des neurotransmetteurs acétylcholine, joue un rôle important dans la fonction hépatique. Et sa privation est associée au développement de l'estéatose. Là-haut, obésité, insulinorésistance. OK? Ce que je voudrais vous dire tout simplement,
c'est que si on a un SNP à ce niveau-là, un problème à ce niveau-là, on peut avoir un problème de choline. Et qui régule, ça c'est que par curiosité, merci la biochimie, qui régule cette pinte? Qui régule? Regarde qui régule ça. L'expression du gène PINT est induite par les estrogènes. Donc, vous allez réfléchir avec moi. Pourquoi les femmes ménopausées ont plus de tendance à avoir l'estéatose hépatique? Je vous explique tout ça parce que si vous avez une patiente qui est ménopausée, qu'est-ce qu'elle est son problème? Elle a une baisse d'estrogène, oui ou non? Oui. Et je vous dis que l'expression de ce gène PMT est induite par les estrogènes. Et ce PINT, il fait quoi? Il augmente la phosphatidylcholine qui va participer de la structure membranaire, de membrane, n'est-ce pas? Phospholipides, qui va participer de la bile, qui va participer de tout ça. Si vous avez votre femme ménopausée qui a déjà une diminution d'estrogène, vous voyez d'où viennent tous les problèmes de femmes ménopausées qui ont déséquilibre au niveau d'estrogène. Déséquilibre, je parle. Et donc, elle aura une diminution de la production de choline. Et donc, elle peut avoir toute cette problématique-là. Donc, est-ce qu'il faut donner plus d'œufs, des œufs aux femmes ménopausées? Oui. Pourquoi? Parce que le jaune d'œuf est bourré de choline. Mais là, vous allez dire, Élise, vous compliquez trop. Oui, parce que si cette femme ménopausée, elle a une dysbiose, ça ne sert à rien d'améliorer son alimentation. Il faut régler avant la dysbiose intestinale. OK? Les femmes ménopausées ont aussi plus de chances d'estéatose. Mais pas que d'estéatose, non. D'obésité, d'insulinorésistance. Malgré on a une baisse d'estrogène, on peut avoir une baisse d'estrogène avec un peu plus de progestérone, malgré on est bas là, hein? On est bas, mais on est bas physiologique. Et donc, tout va bien, tout va bien. Ce n'est pas toutes les femmes qui ont baisse d'estrogène pathologique par rapport à testostérone, par rapport à progestérone. Donc, peut-être elle a un problème au niveau de qui? Surrénal. Ah, Elisa, et pourquoi elle a un problème au niveau des surrénales? Parce que peut-être une personne qui est hyper stressée. Donc, quand on est stressé, c'est le système nerveux sympathique qui va agir. Pourquoi? Parce que c'est la survie. Et donc, le corps de cette femme va donner priorité à la production de cortisol et pas d'estrogène, comme brique. Et donc, elle aura une baisse d'estrogène. Et en ayant cette baisse d'estrogène, peut-être, en plus avec un SNPs, la pauvre va avoir la stéatose hépatique. C'est complexe, oui, mais vous avez besoin d'étudier, vous avez besoin de s'intéresser, mais vous avez les réponses à tout. Vous voulez des réponses? Pourquoi votre patiente, elle a un problème de stéatose? Elle est là. Vous voulez la réponse pourquoi votre patiente a un problème d'insulinorésistance? Elle est là. Ça, c'est une hypothèse. Parce que je suis allée loin. Je suis allée au problème du stress. C'est pour ça que la nutrition fonctionnelle, vous allez mettre cette personne dans la matrice de la nutrition et vous allez savoir qu'est-ce que vous allez régler en premier, en deuxième, en troisième. Parce que quand je vous explique comme ça donne l'impression d'être hyper compliqué. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas les étapes. Vous avez besoin des étapes. Là, c'est mon expérience clinique et ma connaissance qui fait tout ce lien. Mais vous allez, avec la nutrition fonctionnelle, apprendre à faire toutes ces liaisons petit à petit. Mais vous allez régler évidemment en première la dysbiose. Comment? Avec le 6R. Après, vous allez régler une autre étape, une autre étape, une autre étape. Et quand vous arrivez là, votre patiente n'a plus de stéatose. Donc, vous ne commencez pas par les stéatoses hépatiques. Pourquoi je vous ramène ce sujet? Je vous apporte ce sujet parce que je veux que vous compreniez que la raison n'est pas les stéatoses en soi. C'est au sol. Vous vous rappelez de l'arbre que je vous ai montré? C'est au sol, c'est aux racines.
c'est la question du stress de cette dame, c'est la question du mode de vie de cette dame. C'est ça notre problématique. Donc, on va tout de suite lui donner des nutriments et de je ne sais pas quoi, de laboratoire, qui d'ailleurs c'est hyper cher. Non, jaune d'œuf. Un jaune d'œuf, il a 125 mg de choline par 50 grammes. Le foie, je parle pour une personne qui mange foie, manger, alimentation. Le foie, 300 mg par 100 grammes. Viande de poisson, on a 100 mg par 100 grammes. Légumineuses, les noix, 40 mg par 100 grammes. Donc, dans la composition de l'alimentation de cette dame, vous allez lui donner de jaune d'œuf. Je ne sais pas, est-ce qu'elle a des intolérances alimentaires qu'il faut régler avant? Il faut faire le traitement de 6 heures. Bon, je vous laisse parce que la prochaine fois, on va parler un peu du mécanisme de cette stéatose à nouveau et on va parler de nutrition fonctionnelle, des traitements. D'accord? Je voudrais vous montrer ce qu'on va traiter la prochaine fois. Solutions proposées par la nutrition fonctionnelle, partie 4. Et ça, c'est un résumé des stéatoses hépatiques que je vous offre. Je voudrais remercier à vous tous votre présence qui me donne la force de continuer, qui me donne la force d'être là tous les mardis, tous les jeudis à 19h29. Le like, est-ce que vous m'avez fait le like, partagez la vidéo quand même. Vem comigo. Vem comigo.